Google est une société dont le parcours boursier fait rêver. Depuis son introduction en bourse en 2004, le cours de son action a augmenté de près de 3000% en 16 ans. Et cela signifie que 1000 $ investis en 2004 vaudraient aujourd'hui près de 30 000 $ en bourse. Et à regarder l'allure du graphique sur les dernières années, la course folle de Google en bourse ne semble pas s'arrêter. La question étant donc la suivante, en investissant aujourd'hui dans Google, peut-on espérer les mêmes gains dans les années à venir? J'ai voulu mener mon enquête et partager avec vous les résultats de mon analyse dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vous propose de décortiquer le business model de Google pour mieux comprendre le contexte dans lequel la société évolue. On va ensuite faire un petit peu d'analyse financière simplifiée et comme d'habitude, s'intéresser à la balance risque sur gain potentiel de cet investissement pour finalement répondre à la question faut-il investir en bourse sur le long terme sur Google aujourd'hui? Avant de répondre à ces questions, précisons que les éléments présentés ici ne sont pas des conseils en investissement, mais simplement ma propre vision et ma propre analyse exposée ici à titre éducatif. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'investissement bourse sur le long terme, jetez un œil dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez notamment un lien de téléchargement vers un guide pratique d'investissement en bourse pour les débutants. Vous trouverez également le lien de la newsletter pour recevoir tous les 15 jours environ, un concept clé de l'investissement en bourse sur le long terme, un exemple pratique ou alors la dernière action que je viens d'acheter. Vous y trouverez aussi davantage d'informations sur la communauté des investisseurs value et sur la plateforme d'apprentissage en bourse sur le long terme Value Investing. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper des prochaines analyses et du contenu éducatif sur l'investissement en bourse sur le long terme. Allez, c'est parti. Déjà en toute rigueur, on devrait plutôt parler d'Alphabet, la maison mère de Google. Mais dans cette vidéo, pour des raisons de simplicité et par abus de langage, restons-en à Google. Précisons aussi que la société n'est pas éligible au PEA, donc il n'est pas possible de profiter des avantages fiscaux de ce support en investissant sur Google. Ici, c'est tout de même moins impactant car la société, à ce jour, ne distribue pas de dividendes. D'ailleurs, si vous souhaitez mieux comprendre le fonctionnement des deux principaux supports d'investissement, le PEA et le CTO, le compte titre ordinaire, je vous invite à consulter la vidéo détaillée que j'ai faite sur le sujet, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alphabet est un conglomérat de sociétés dont la principale est Google. Les autres sociétés sont regroupées sous le terme des other bets, c'est-à-dire des autres paris. Ces derniers sont caractérisés par l'utilisation ou la recherche de nouvelles technologies à différentes phases de développement. Là où certains projets sont encore au stade de recherche, d'autres apportent déjà du chiffre d'affaires. Ces autres paris constituent de réels investissements réalisés aujourd'hui avec un objectif de retour sur investissement significatif à moyen ou long terme. Regardons désormais d'un peu plus près comment Google génère son revenu. On constate clairement que les revenus publicitaires en ligne constituent le socle d'activité de Google. La société domine d'ailleurs largement cette industrie aux côtés de Facebook en contrôlant 70% du marché US. Comme on le sait tous, Google écrase en fait largement la concurrence sur le marché des moteurs de recherche avec des parts de marché supérieures à 90%. Le géant est suivi de Bing, Yahoo et Baidu qui se partagent à eux trois un maigre 4 à 5% des parts de marché seulement. Et ce n'est pas tout, Google c'est aussi YouTube, la plateforme sur laquelle vous visionnez votre vidéo en ce moment même a été acquise par la société en 2006. À chacune des vidéos que vous consommez, vous fournissez donc des données à Google et êtes ciblé par de la publicité fortement rémunératrice. Sur cette infographie, on retrouve la répartition du trafic internet mondial entre les 100 principaux sites web. La domination écrasante est clairement affichée en rouge, les couleurs du groupe Alphabet avec Google en tête de classement suivi par YouTube. Véritable mastodonte, la plateforme constitue en fait le deuxième moteur de recherche au monde derrière la fameuse barre de recherche Google. Et c'est aussi le site avec le temps de visite le plus long. YouTube est en fait un vecteur de croissance phénoménal pour Alphabet. C'est l'illustration parfaite du changement d'habitude de consommation au fil des générations avec du contenu gratuit, qualitatif, varié et à la demande. Enfin, n'oublions pas le célèbre système d'exploitation mobile Android. Alors que les appareils mobiles prennent une ampleur croissante par rapport aux ordinateurs, Android représente là encore près de 90% des parts de marché et Google est le moteur de recherche par défaut d'Android. Ensuite, la publicité en ligne n'est pas la seule source de revenus de Google. Le cloud a pris une ampleur croissante ces dernières années et sur ce segment, la société se situe en 3e position derrière Amazon et Microsoft. Là encore, le pari semble prometteur dans un marché en très forte expansion. Gartner Group prévoit en effet que le marché mondial du cloud atteigne 304 milliards de dollars américains en 2022 contre 242 milliards de dollars en 2019, soit une croissance de 50% en 3 ans. Tel que le présente Alphabet, les autres paris utilisent aussi des nouvelles technologies pour résoudre de grands problèmes. Les notions d'intelligence artificielle ou de machine learning sont souvent omniprésentes sur ces projets qui détiennent parfois un potentiel de disruption majeur. Parmi les plus connus, on retrouve notamment Waymo, la filiale consacrée à la voiture autonome, Wing, la première société de livraison par drone aux États-Unis, Google Fiber, l'infrastructure de réseau internet ou encore Calico, la société de biotechnologie visant à lutter contre le vieillissement et prolonger l'espérance de vie. Sur le papier, Google est une société parfaite dans laquelle investir. Elle est en quasi-monopole, dans des secteurs en forte croissance et développe des projets qui pourraient changer le monde de demain. En tant qu'investisseur de long terme sérieux, on ne va quand même pas s'arrêter à cette analyse-là simpliste et on va s'intéresser davantage aux finances de l'entreprise et à ses états financiers
pour finalement répondre à la question: faut-il investir dans Google aujourd'hui et sur le long terme? Pour cela, on va notamment répondre aux questions suivantes en s'aidant des états financiers. L'entreprise est-elle rentable? Le niveau de dette est-il dangereux? Les perspectives de croissance sont-elles bonnes? Et enfin, le management est-il compétent? Commençons par s'intéresser au premier des états financiers, le compte de résultat. Ce document-là présente le chiffre d'affaires total généré du groupe, auquel on va déduire successivement les différentes charges pour obtenir ce qu'on appelle finalement parfois la cascade de résultats. Et ce document-là est très précieux, vous allez voir, car il nous permet d'obtenir des informations précieuses sur la société. Pour un chiffre d'affaires astronomique de 162 milliards de dollars en 2019, on trouve un résultat brut de 90 milliards de dollars, soit 55% environ du chiffre d'affaires. On parle donc d'une marge brute de 55%, c'est-à-dire que pour 1 dollar de chiffre d'affaires, il reste en fait 55 cents après déduction de tous les coûts directement nécessaires pour fournir les produits et les services comme les coûts de serveur ou de matériel par exemple. Finalement, une fois toutes les dépenses de marketing, commercialisation, recherche et développement, taxes, etc. déduites du chiffre d'affaires, on obtient le résultat net de 34 milliards de dollars, soit une marge nette de 20% environ. Le taux de marge nette est un indicateur crucial à examiner car dans un environnement fortement compétitif, les sociétés n'auront d'autre choix que de baisser leur prix de vente pour conserver leur part de marché. Une marge nette de 20% dit que Google détient très certainement un pricing power, c'est-à-dire le pouvoir de fixer ses propres tarifs. Une marge nette supérieure à 20% est d'ailleurs souvent révélatrice de la présence d'un avantage compétitif durable, critère d'investissement clé pour Warren Buffett. À titre de comparaison, si on s'intéresse à un autre secteur très consommateur de capitaux, comme celui de l'automobile par exemple, on trouve plutôt des marges nettes aux alentours des 3%. Le critère de rentabilité est donc ici largement validé. Cette remarque sur l'avantage compétitif durable est en fait directement liée à l'observation qu'on a faite sur la première partie sur le monopole détenu par Google tant sur les moteurs de recherche que sur la téléphonie mobile. La société étant de loin le premier acteur, elle est très peu concurrencée et peut donc librement fixer ses prix. Vous voyez ici qu'en s'intéressant aux documents financiers de l'entreprise, on peut en tirer des informations sur sa position ou son fonctionnement. Et ça, ce n'est qu'un indicateur. En parcourant le compte de résultat, le bilan financier et les flux de trésorerie, on peut en fait en déduire de nombreuses conclusions. Et si vous souhaitez aller plus loin dans l'analyse financière des entreprises, je vous invite à consulter le lien dans la description de cette vidéo sur la plateforme d'apprentissage en bourse sur le long terme Value Investing. Vous y trouverez du contenu éducatif pour apprendre à décrypter les états financiers d'une entreprise et identifier les bonnes opportunités d'investissement en bourse sur le long terme. En ce qui concerne la dette de la société, maintenant on peut l'évaluer en la comparant aux capitaux propres de la société, c'est-à-dire à sa valeur nette comptable théorique. Ici on obtient un ratio dette sur capitaux propres de 2,5%, ce qui est extrêmement faible. En regardant de plus près la dette long terme d'Alphabet, on comprend en fait ici que celle-ci est très faible avec seulement 2,9 milliards de dollars, ce qui est dérisoire en comparaison des sommes que la société traite. La dette n'est donc ici pas menaçante du tout et le critère de dette est lui aussi validé. Maintenant en tant qu'actionnaire, on attend de la société que celle-ci crée de plus en plus de valeur afin d'en tirer parti. Intéressons-nous donc ici à la croissance de différents indicateurs clés. Le chiffre d'affaires est lui en croissance soutenue d'année en année avec une croissance moyenne sur 10 ans et sur 3 ans de 21%. Le bénéfice net par action est lui aussi important à considérer car il reflète la part de bénéfice net de la société qui vous revient en tant qu'actionnaire. Celui-ci est en croissance moyenne de 17% sur 10 ans et 21% sur 3 ans, ce qui est également excellent. Et enfin, les flux de trésorerie liés aux opérations sont aussi en croissance de 12 à 40% d'année en année. On notera cependant que l'année 2017 est particulière et à sortir de l'étude, notamment du fait d'une taxe exceptionnelle et d'une amende infligée par l'Union européenne pour abus de position dominante. Jusqu'ici, le groupe parvient donc à cocher également le critère de la croissance. Enfin, côté management, la rentabilité des capitaux propres, ou Return on Equity en anglais, ROE, reflète l'efficacité avec laquelle le management emploie les capitaux. Et ici, celui d'Alphabet est de 16%, ce qui est plus qu'honorable sans non plus être exceptionnel pour son industrie. Un ratio de 16% signifie que 100 $ apportés par les actionnaires permettent de générer 16 $ de bénéfices nets. C'est bien, mais c'est en fait le plus bas des GAFAM, regroupant Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Mais malgré tout, le critère du management est lui aussi largement validé ici. Nous venons d'étudier ici les données jusqu'à fin 2019, mais qu'en est-il de 2020 et d'au-delà? Et vous allez le voir, Google est évidemment largement impacté par la pandémie aussi. Si on regarde les résultats publiés au deuxième trimestre de 2020 et en les comparant par rapport à ceux du second trimestre de 2019, on observe une nette diminution malgré les revenus de la branche Google Cloud en hausse de 43% et ceux des autres paris également. On comprend en fait que c'est la branche des revenus publicitaires en ligne qui a le plus fait défaut au groupe en ce début d'année 2020. Et c'est plutôt logique car en situation de récession, les sociétés ont tendance à couper les coûts et notamment ceux afférents au marketing. On a d'ailleurs déjà observé un phénomène similaire lors de la crise de 2008. Les analystes semblent cependant s'accorder pour dire que les revenus de Google sont attendus en nette hausse en 2021 et en 2022 comparé à 2020. Quant au bilan financier, la situation reste très positive avec 121 milliards de dollars de liquidités et équivalent de liquidités. On notera surtout moins d'actions en circulation suite au rachat et
effectué par le groupe lui-même, et ce rachat d'actions est vu très positivement de la part des actionnaires. Vous le savez, car il fait mécaniquement augmenter le prix des actions. Ok, on comprend bien que l'analyse financière pour Google s'avère très positive, mais est-il opportun d'investir en bourse sur le long terme sur Google aujourd'hui? Vous le savez maintenant, si vous avez l'habitude de consulter les vidéos de cette chaîne YouTube, même la plus belle des actions ne constitue pas un bon investissement long terme si elle est achetée trop cher. Aujourd'hui, l'action Alphabet s'échange à un prix avoisinant les 1500 $, mais la question étant, quelle est sa vraie valeur? Quelle est sa valeur intrinsèque? Il existe plusieurs méthodes d'évaluation de la cherté d'une action, et notamment l'analyse de certains ratios financiers, dont le fameux PER, Price to Earnings Ratio en anglais. C'est un indicateur qui est incontournable et que vous devez connaître. Et si vous êtes encore étranger aujourd'hui, alors vous devez visionner ma vidéo détaillée sur le sujet. Qu'est-ce que le PER? Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Pour avoir une brève idée du niveau de valorisation, on peut jeter un œil à ce tableau qui compare les PER sur les 12 mois glissants et sur l'année à venir des actions stars de la tech américaine. Google, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia et même Tesla pour rigoler. On remarque en fait que Google présente le PER sur 12 mois et le PER à venir les plus faibles de la sélection. Alors est-ce que pour autant cela signifie que l'action est peu chère? Ces ordres de grandeur de ratio restent tout de même élevés bien que l'historique du PER de Google fluctue entre 17 et 50 avec une valeur médiane proche de la trentaine. Une manière plus rigoureuse d'évaluer la valeur intrinsèque d'une action est de le faire à partir des flux de trésorerie futurs attendus. C'est ce qu'on appelle l'actualisation des flux de trésorerie ou Discounted Cash Flow en anglais, DCF. Ici, je vous épargne les calculs et les recherches, mais on retiendra simplement qu'en parcourant les différents articles de presse, on trouve des études d'analystes qui présentent des fourchettes de valorisation s'étalant de 1300 $ à 1700 $, avec une valeur médiane aux alentours des 1500 $. On pourrait donc conclure en reprenant les termes d'un auteur du Motley Fool et en disant que l'action Google ne semble certainement pas excessivement surévaluée. Mais à ces niveaux de prix-là, elle ne présente pas non plus une décote significative. Or, vous le savez, en tant qu'investisseur de long terme, investisseur value, nous cherchons à acheter nos actions lorsque celles-ci s'échangent à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque, lorsqu'elles s'échangent en solde. Alors concrètement, est-ce qu'on doit acheter l'action aujourd'hui ou pas? Quelles sont les opportunités et les risques liés à cet investissement? Commençons par les opportunités. Je les résumerai en fait très simplement à ces mots: diversification et croissance à prix raisonnable. On vient de le voir, le marché nous propose aujourd'hui l'action à un prix cohérent sans pour autant être décoté. Concernant son activité de base, la tendance grandissante au télétravail et l'accès à la technologie au plus grand nombre à travers le monde devraient favoriser le temps passé sur la toile et, in fine, les opportunités de revenus publicitaires en ligne pour Google. Ensuite, avec des produits allant du moteur de recherche Google à YouTube, du cloud, de l'intelligence artificielle à la voiture autonome en passant par la santé, l'activité d'Alphabet se présente particulièrement diversifiée sur des marchés en forte croissance, constituant alors autant d'opportunités de développement pour le groupe. Et quand on voit la montagne de cash dont celui-ci dispose, cela montre que le géant n'aura aucun mal à injecter les capitaux nécessaires à la recherche et au développement de nouveaux projets pour continuer à innover. Et justement, ces autres projets futuristes, les autres paris, ne présentent même pas encore de revenus, ou peu. Ils constituent donc un énorme réservoir de potentiel de croissance pour le groupe. À plus court terme, les analystes s'accordent aussi sur des prévisions de revenus en nette hausse en 2021 et en 2022. Alors au final, c'est super, un prix raisonnable, de la croissance attendue, du cash, de belles perspectives, on ne prend aucun risque, non? Paradoxalement, les risques sont aussi étroitement liés aux opportunités. Aujourd'hui, avec un PER de 34, on paie cher pour détenir l'action Google parce qu'on sait qu'on aura de la croissance derrière et que donc, dans quelques années, l'action ne sera plus si chère comparée à ses bénéfices. Par ailleurs, les capitaux investis sur les autres paris sont absolument significatifs et cela ne génère encore aujourd'hui que trop peu de revenus. Et alors, si demain cette croissance ralentit et que couplé à ce ralentissement, nous avons un manque de visibilité sur le retour sur investissement de ces autres paris, eh bien, il n'est pas impossible que cela se traduise en un désintérêt du marché ou au moins en une valorisation plus faible de l'action. Et en plus de cela, Alphabet n'est pas à l'abri de problèmes réglementaires qui pourraient affecter sa rentabilité future. La Commission européenne a par exemple infligé une amende record de 5 milliards de dollars en 2018 au groupe pour abus de position dominante sur Android. En conclusion, on peut en déduire qu'en investissant aux alentours des 1500 $, le risque pris sur cet investissement est limité, mais les perspectives de performance de cet investissement sur le long terme également. Les gains sur les années à venir risquent d'être plus faibles, d'autant plus que la société ne distribue pas de dividendes. Cependant, Google détient tout de même un merveilleux avantage compétitif durable, parfaitement illustré par ses états financiers. Niveau de rentabilité, dette très faible, rachat d'actions, stabilité des flux de trésorerie, tout y est. Je n'ai pas encore d'action Google dans mon portefeuille, bien que j'aimerais en faire rentrer pour les raisons qu'on a évoquées, à savoir la présence d'un merveilleux avantage compétitif durable et des états financiers absolument exemplaires.
En revanche, vous l'avez compris, j'aimerais rentrer sur des niveaux de prix qui me seraient plus avantageux. À mon sens, aujourd'hui, bien que le risque-prix reste relativement faible, on n'est pas non plus sur l'opportunité du siècle. Alors la question étant donc naturellement, quel point d'entrée pourrait-on envisager? Selon les critères du célèbre investisseur Peter Lynch, Google fait partie de la catégorie des sociétés à forte croissance. Peter Lynch préconise donc de rentrer sur un PER inférieur au taux de croissance pour cette catégorie, or ici le PER est plutôt proche du double de ce taux de croissance. J'aurais donc plutôt ici tendance à optimiser mon timing d'entrée par de l'analyse technique, et en regardant le tracé des cours en vue hebdomadaire, je pense reconsidérer l'investissement sur la zone des 1300 $, qui constitue un support horizontal de long terme assez net et un niveau de valorisation avec lequel je serais un peu plus à l'aise. Et même si on voulait être très gourmand, le point d'entrée idéal dans une optique de long terme se situerait plutôt dans la zone des 1000 $. Mais pour être tout à fait honnête, je ne pense pas attendre ces prix-là pour entrer sur ce merveilleux titre. Attention, je rappelle ici qu'il s'agit de ma propre analyse et de ma propre opinion adaptée à mon style d'investissement et en aucun cas d'un conseil en investissement. Et vous, quelle est votre position sur Google? Est-ce que vous détenez des actions de la société? Si oui, à quel prix? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de ce format d'analyse là et éventuellement quelle société vous aimeriez voir analyser sur la chaîne Value Investing. N'oubliez pas de jeter un œil dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens évoqués dans cette analyse là. Vous retrouverez notamment les sources mais aussi les vidéos Value Investing auxquelles j'ai fait référence. Et bien évidemment, les informations vers la communauté Value Investing et la plateforme d'apprentissage d'investissement en bourse sur le long terme. Vous retrouverez également le lien d'inscription à la newsletter pour recevoir tous les 15 jours un concept clé de l'investissement en bourse sur le long terme, une analyse ou alors la dernière action que je viens d'acheter. Et enfin, vous trouverez un lien de téléchargement pour le guide pratique d'investissement en bourse à destination des débutants. En attendant la prochaine vidéo ou le prochain mail d'analyse, je vous dis à très bientôt, bons investissements à tous, ciao!